Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 26 juin. Plus de 60 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés ce jeudi au 101e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza, alors qu'en Cisjordanie, des dizaines de colons sionistes attaquent la ville de Kafr Malik, faisant 3 martyrs et 7 blessés. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, annonce que l'Iran riposterait à toute future attaque américaine en frappant les bases militaires américaines au Moyen-Orient dans sa première sortie après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Le ministre d'État algérien, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, reçoit la commissaire à l'énergie et aux infrastructures de l'Union africaine, les Ratou Dorothy Matabogé, en visite en Algérie pour participer à la 12e édition des journées scientifiques et techniques de Sonatrach. Et puis, coup d'envoi ce soir de la 25e édition du Festival européen de musique au Théâtre National Mahidine Bechtarzi à Alger. Bonsoir à tous. Plus de 60 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés au 101e jour de la reprise de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 103 martyrs et 219 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, alors que le bilan de ce génocide depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi à 56 259 martyrs et 132 458 blessés. Et au moins 15 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés suite à une frappe aérienne de l'entité sioniste sur un marché à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. L'attaque a également fait des dizaines de blessés qui ont été transportés aux urgences. Ils allaient apporter de la farine de la maison d'Abou Samra. Il me reste un fils, amenez-le-moi. Il s'appelle Ashraf Abou Awaili. Amenez-moi mes enfants. Au moins 12 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce jeudi dans des bombardements des forces de l'occupation sioniste sur plusieurs zones de la ville de Khan Younes au sud de la bande de Gaza. Les victimes ont été transportées à l'hôpital Nasser de la ville de Khan Younes, et ce à la suite de bombardements de l'armée sioniste ayant ciblé des tentes de personnes déplacées dans le secteur d'Al-Mawasi et des civils près d'un immeuble. Au volet humanitaire, l'UNRWA a averti hier soir que les habitants de la bande de Gaza risqueraient de mourir de soif après l'effondrement du système d'alimentation en eau dans l'enclave palestinienne en raison des attaques sionistes en cours et du blocus humanitaire en place depuis mars, précisant que seuls 40% des installations de production d'eau potable fonctionnent encore. Et le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a appelé ce jeudi depuis le Sri Lanka à un cessez-le-feu à Gaza et à permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dont l'entrée est bloquée par l'entité sioniste. Au 25 juin, 598 personnes auraient été tuées pour avoir tenté d'accéder à la fondation humanitaire de Gaza. Je parle des points de distribution installés à Gaza. Je dois dire qu'il est déchirant de savoir que des personnes ayant besoin d'aide humanitaire risquent leur vie pour obtenir de la nourriture ou une aide matérielle. Il est extrêmement affligeant de voir apparaître des programmes d'aide humanitaire militarisés. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un cessez-le-feu, de la libération des otages et d'un effort total pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza. Et je vous en parlais en titre également, les Palestiniens en Cisjordanie ont pleuré ce jeudi la mort de 3 martyrs dans la ville de Kafr Malik, au nord-est de Ramallah, en Cisjordanie, au lendemain de l'attaque de la ville par des dizaines de colons sionistes. Cette agression a également fait 7 blessés.
Il était environ 22 heures, les gens se préparaient à aller se coucher ou à dîner. Au moment de la frappe, nous ne savions pas où exactement, tout était réduit en poussière. Était-ce dans l'école, à côté de nous, derrière nous? Impossible de le dire. Il y avait des blessés légers chez nous, mais Dieu merci, tout va bien. Il y avait des martyrs à l'école, beaucoup. Et ici aussi, il y a beaucoup de martyrs. Des innocents meurent sans raison, ils sont innocents. Ma sœur, mon mari et ses enfants, ce sont eux qui ont été touchés en classe. Ils s'étaient réfugiés dans une école parce que leur maison avait été détruite. Qu'ont-ils fait? Ils avaient des rêves. Les enfants voulaient étudier, apprendre. L'une de ses filles voulait faire médecine. Elle était première de son école. Ils ont anéanti leurs rêves. Ils nous ont anéantis. Tous nos enfants sont partis. Pourquoi? Qu'attend le monde pour se tenir à nos côtés? Une famille entière a été rayée de l'état civil. Honnêtement, nous n'arrivons pas à comprendre. C'est un cauchemar dont on ne peut se réveiller. Mon mari est le premier à être tué. C'est son frère. Puis elle l'a suivi avec ses enfants et son mari. Comment un cœur peut-il supporter une telle douleur, en plus de la faim et de l'humiliation? Nos enfants veulent juste de la nourriture et de l'eau tous les jours. Même des pierres seraient ébranlées par une telle souffrance. Des dizaines de colons sionistes ont de nouveau pris d'assaut ce jeudi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée d'Al-Quds sous la protection des forces de l'occupation sioniste. Les colons qui se sont introduits dans l'enceinte de la mosquée par groupe ont mené des marches propagatrices dans ces cours et effectué des rituels talmudiques. Le Moyen-Orient est mis à feu et à sang par l'entité sioniste. Le génocide à Gaza, les bombardements contre quasiment tous les pays de la région, des agressions qui se poursuivent en toute impunité et dans un silence assourdissant, mais face auquel l'Algérie a adopté des positions fermes et immuables prônées depuis les plus hautes instances internationales. Tinhinan Makassi et Khadija Khadaoui. Expliquer clairement la position. Alors que le Conseil de sécurité se réunit une fois de plus pour discourir sur le programme nucléaire iranien, l'Algérie, par la voix de son représentant permanent, Ammar Benjameh, a brisé le silence complice d'un système international façonné par les vainqueurs et imposé au peuple du Sud. Plutôt que de s'aligner sur le discours dominant qui diabolise certains États tout en sanctuarisant d'autres, l'Algérie a rappelé l'évidence. La paix ne peut reposer sur des arsenaux nucléaires ni sur un déséquilibre entretenu par les puissances. En effet, Ammar Benjameh appelle à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et de destruction massive au Moyen-Orient, comprenant qu'ici, Alger ne fait pas que défendre un principe. Elle propose une vision de rupture égalitaire et cohérente. Concernant les questions de sécurité régionale, je me permets de souligner l'urgence qu'il y a à mettre en place une zone exempte d'armes nucléaires et de toute autre arme de destruction massive au Moyen-Orient. Une telle zone constituerait un pas de taille vers la paix et la sécurité internationale et régionale. À cet égard, nous rappelons la résolution 487 du Conseil de sécurité qui appelle Israël à placer ses installations nucléaires sous le régime des garanties de l'AIEA. Comment parler de non-prolifération quand l'entité sioniste continue d'échapper à tout contrôle international? Comment justifier que le désarmement soit toujours l'exigence imposée aux autres, jamais à soi? L'Algérie, fidèle à ses engagements historiques issus du mouvement des non-alignés, affirme une fois de plus son refus des doubles standards et de la domination par la force. Elle défend un monde multipolaire décolonisé dans les faits autant que dans les discours. Dans une ONU paralysée par les vétos d'un autre siècle, la voix algérienne résonne comme celle des peuples trop longtemps relégués. En effet, la position algérienne est non seulement une position diplomatique, mais c'est surtout une vision, celle d'un renouveau des relations internationales fondées sur le droit, la souveraineté et la justice,
Faut-il rappeler que l'Algérie, aux côtés d'autres puissances du Sud global, notamment le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Brésil, sont aujourd'hui à la tête d'un mouvement international qui appelle à la réforme de l'ONU, notamment de son Conseil de sécurité. Je vous disais en titre, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a indiqué ce jeudi que les États-Unis n'avaient obtenu aucun résultat en se joignant à la guerre avec l'entité sioniste contre Téhéran. Khamenei a par ailleurs précisé que l'Iran riposterait à toute future attaque américaine en frappant les bases militaires américaines au Moyen-Orient. C'était dans sa première sortie après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Je tiens à féliciter la grande nation iranienne. J'adresse plusieurs félicitations au peuple. L'une d'elles est pour la victoire sur le faux régime sioniste. Malgré tout le bruit et toutes les affirmations, le régime sioniste a failli être mis à genoux et écrasé sous les coups de la République islamique. La deuxième félicitation concerne la victoire de notre cher Iran sur le régime américain. Le régime américain est entré en guerre directement, persuadé que, s'il ne le faisait pas, le régime sioniste serait complètement anéanti. Il est entré en guerre pour sauver Israël, mais n'a rien gagné dans cette guerre. Ils ont attaqué nos installations nucléaires, ce qui est bien sûr passible de poursuites indépendantes devant les tribunaux internationaux, mais ils n'ont rien obtenu de significatif. Le président des États-Unis a exagéré de manière inhabituelle en décrivant les événements. Il est devenu évident qu'il avait besoin de cette exagération. Quiconque a entendu ces mots a compris que derrière ces propos se cachait une autre vérité sous-jacente. Ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient pas atteindre leur objectif. Et Moscou a souhaité que l'Iran poursuive sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, et ce, au lendemain de l'approbation par le Parlement iranien du projet de loi visant à suspendre la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'organisme de surveillance nucléaire de l'Iran. Le régime de non-prolifération a subi un coup dur en raison des actions agressives d'Israël, puis des États-Unis qui ont attaqué les installations du programme nucléaire pacifique de l'Iran. Le secrétariat de l'AEA préparait son dernier rapport complet qui a été soumis à discussion lors de la récente session du Conseil des gouverneurs de l'AEA sous une pression immense de la part des pays occidentaux, en particulier l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. De nombreuses conclusions de ce rapport étaient empreintes d'une certaine ambiguïté. Toutes les parties doivent donc être prudentes, en particulier le directeur général et ses collaborateurs. Ils doivent se concentrer autant que possible sur leurs tâches professionnelles sans permettre à quiconque de politiser leur travail. Retour à présent sur le sommet de l'OTAN qui s'est clôturé hier et marqué par une pression américaine sans précédent sur ses alliés européens et des divergences au sein de l'Alliance nord-atlantique. Les détails avec Safouane Belsabri. Avant le début du conflit en Ukraine, l'OTAN était en état de mort cérébrale selon la formule du président français. Le conflit ukrainien aura servi d'électrochoc pour une réanimation de l'organisation. Le choc de la guerre n'aura pas suffi à éteindre les dissensions internes au bloc, ravivant parfois des différends entre pays membres. Au sommet de l'OTAN à La Haye, ouvert ce 24 juin, les divergences sont apparues au grand jour, mettant à nu les différences d'approche militaire de certains membres. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a refusé de s'engager à porter les dépenses militaires à 5% du PIB, un objectif que Washington tente d'imposer depuis de nombreuses années. Donald Trump a semé le doute sur son engagement vers l'article 5, le pilier de l'OTAN. L'article mentionne la défense mutuelle des membres en cas d'attaque sur l'un d'entre eux. Pour la première fois, il est conditionné alors qu'il représente l'essence même de l'organisation. À bord de l'Air Force One, Donald Trump a évité de confirmer s'il respecterait l'article 5 ou non. Il déclare « Cela dépend de votre définition de l'article 5 », un flou qui alimente la crise de confiance au sein de l'Alliance. Toujours est-il que plusieurs membres se sont pliés aux exigences de Washington d'élever leur contribution au budget de défense. Le sommet s'est voulu celui d'une cohésion retrouvée, mais cette image repose sur une pression, au chantage américain d'abandonner les Européens,
et la peur de l'Europe de se retrouver seule. L'Europe s'est alignée sur l'ultimatum de Donald Trump, qui lui s'est déclaré vainqueur en mettant à genoux l'OTAN sans la quitter, forcer l'Europe à payer. L'OTAN ne renaît pas et les mise sous tutelle. Dans l'actualité également, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé ce jeudi ses vœux au peuple algérien à l'occasion du nouvel an de l'hégire 1447. Le président a notamment souhaité sur son compte sur les réseaux sociaux que cette année soit porteuse de bienfaits et de bénédictions pour tous dans une Algérie libre, digne et fière. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre algérien délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a salué ce jeudi les progrès considérables réalisés par l'armée algérienne dans le domaine de la formation militaire de haut niveau. C'était lors de la cérémonie de remise de diplôme à l'école supérieure de guerre qu'il a présidé lors d'une cérémonie de sortie de promotion. Je vous disais en titre, le ministre d'État algérien, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a reçu ce jeudi la commissaire à l'énergie et aux infrastructures de l'Union africaine, Lerato Doroti Matabojé, en visite en Algérie pour participer à la 12e édition des journées scientifiques et techniques de Sonatrach qui ont pris fin cet après-midi à Oran. Lors de la rencontre, le ministre a félicité Matabojé à l'occasion de son élection au poste de commissaire à l'énergie et aux infrastructures de l'Union africaine. Cette réalisation représente une dimension stratégique essentielle pour le renforcement de la coopération africaine dans un secteur vital et pivot, celui de l'énergie, que nous considérons aujourd'hui plus que jamais comme un levier fondamental pour le développement durable et un pilier pour le renforcement de la souveraineté économique et sociale du continent. L'accueil par l'Algérie de cette importante infrastructure continentale témoigne de la confiance dont jouit notre pays et de son rôle pionnier à l'échelle africaine. Je tiens tout d'abord à exprimer mes remerciements et ma gratitude aux dirigeants, peuple algérien, pour leur invitation et leur hospitalité. L'Algérie joue un rôle pionnier dans le développement énergétique du continent africain, compte tenu de sa longue histoire et de sa riche expérience, notamment dans les domaines des hydrocarbures, de l'énergie et des énergies renouvelables. L'inauguration du siège de la Commission africaine de l'énergie en Algérie incarne le mandat donné à la Commission par les États membres de l'Union africaine pour coordonner le développement du secteur énergétique africain et veiller à ce que toutes les initiatives énergétiques répondent aux besoins des citoyens africains. Nous attendons avec intérêt la contribution de l'Algérie au soutien des projets africains communs dans le secteur de l'énergie et à l'encouragement des investissements intra-africains, notamment les exportations algériennes d'équipements électroniques qui contribueront à renforcer le commerce intra-africain et à développer les compétences et les aptitudes locales africaines dans ce secteur vital. Et après 3 jours riches en échanges, la 12e édition des journées scientifiques et techniques de Sonatrach s'est achevée cet après-midi à Oran. Cette édition a mis en lumière les enjeux majeurs du secteur énergétique et à cette occasion, Sonatrach a réaffirmé la volonté d'être un acteur clé de l'avenir énergétique durable à l'échelle nationale et internationale. La clôture des journées scientifiques et techniques de Sonatrach marque un tournant dans l'engagement de l'Algérie en faveur d'une transition énergétique durable. À travers des échanges riches entre experts et partenaires internationaux, ces journées ont mis en lumière la volonté du pays de s'ouvrir à l'innovation, de renforcer ses partenariats stratégiques et de conjuguer exploitation responsable des ressources énergétiques et développement durable. Le PDG de Sonatrach a salué la réussite de cet événement, devenu un rendez-vous incontournable pour le groupe. La réussite de ces journées scientifiques et techniques n'est pas uniquement celle de Sonatrach, mais bien celle de tous les participants à cet événement. Permettez-moi de dire qu'il s'agit là d'un succès né de la synergie entre la science et l'industrie énergétique.
Avant de clore mon intervention, je ne peux que témoigner ma sincère reconnaissance et ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 12e édition. Je tiens à remercier son Excellence, le Président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, qui nous a honorés en plaçant cette manifestation sous son haut patronage. Dans un monde en pleine mutation énergétique, l'Algérie mise sur l'innovation et la coopération internationale pour relever les défis à venir. En diversifiant ses partenariats, elle entend valoriser durablement ses ressources naturelles tout en accélérant le développement d'énergies propres. Une dynamique portée par des projets ambitieux et des technologies de pointe. La thématique offshore, elle n'est pas uniquement traitée dans une seule session, mais dans le programme où il y a tout ce qui est numérique, tout ce qui est technologie du data, tout ce qui est intelligence artificielle, aborde aussi l'offshore et notamment la sismique et les mesures potentielles dans l'offshore. Cette 12e édition des Journées scientifiques et techniques, Sonatrach réaffirme ainsi sa vision d'un avenir énergétique ancré dans l'innovation, la durabilité et la coopération internationale, une dynamique essentielle pour relever les défis de demain. À la direction de la Chine, à présent, où s'est tenue ce jeudi la réunion des ministres de la Défense des États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai à Qingdao, dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine. Les participants ont notamment appelé à des efforts pour consolider davantage la confiance mutuelle militaire et la coopération pragmatique entre les États membres de l'OCS. En un peu plus de 2 décennies, cette jeune organisation internationale régionale a connu 3 phases d'expansion. Les 2 dernières se sont notamment déroulées dans un contexte international extrêmement complexe. L'adhésion de l'Iran et de la Biélorussie à l'OCS démontre que dans un contexte aussi difficile, l'organisation a encore renforcé sa cohésion, son attractivité et son influence. De plus en plus de pays sont désormais disposés à utiliser l'OCS comme plateforme pour défendre leurs intérêts et promouvoir la sécurité et la stabilité régionale. Dans l'actualité aussi, les 2 boîtes noires de l'avion d'Air India qui s'est écrasé le 12 juin dernier à Ahmedabad, dans le nord-ouest de l'Inde, sont en cours de décryptage en Inde. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la direction de l'aviation civile indienne. Pour rappel, cette catastrophe aérienne, la plus meurtrière dans le monde depuis 2014, a fait 279 morts. Un seul passager a miraculeusement survécu. Plus de 30 000 réfugiés afghans sont rentrés chez eux depuis l'Iran, en passant par le poste frontalier d'Islam Kala, dans la province occidentale de Herat, marquant récemment l'un des plus importants retours massifs. L'Afghanistan partage 2 points de passage frontaliers clés avec l'Iran, l'un dans la province occidentale de Herat et l'autre dans la province de Nimrouz. Dernièrement, ces 2 postes frontaliers ont connu une forte augmentation du nombre de réfugiés rentrant au pays. Et je vous le disais en titre, la 25e édition du Festival européen de musique a démarré il y a un peu plus d'1 heure au Théâtre national Mahidine Bachtarzi à Alger. 11 groupes et artistes animeront pendant 6 jours les soirées de cette 25e édition sur la scène de la grande salle de spectacle Mustafa Keteb au TNA, représentant plusieurs pays européens. Et justement, nous vous proposons une immersion en direct depuis le Théâtre national algérien avec Fella Helaili. Bonsoir. Bonsoir. Donc nous sommes Alors, comment au Théâtre se déroule national cette soirée inaugurale algérien Mahidine.
Oui, bonsoir. Donc, nous sommes au Théâtre national algérien Mahiddine Bechtarzi pour l'ouverture de la 25e édition du Festival européen de la musique. Donc, pendant une semaine, des artistes venus de différents pays européens vont partager la scène ici au Théâtre d'Alger avec une diversité musicale. Donc, pour une semaine et pour cette première soirée, donc un voyage musical avec l'artiste belge, le compositeur belge qui est Henrik Serroca et le contre-ténor Dominique Corbiot qui vont ouvrir cette édition accompagnés de l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger. Donc rappelons que ce festival organisé par la délégation de l'Union européenne en Algérie accueille cette année 11 groupes venus de 10 pays dans une semaine de concerts, donc ouvert à tous les amoureux de la musique. Toute cette semaine, voilà, à partir de 19h ici au TNA d'Alger. Merci beaucoup pour tous ces détails, Fella Alaili. Vous étiez en direct avec nous depuis le Théâtre national algérien Mahiddine Bechtarzi à Alger, Fella Alaili, et qui nous parlait de la soirée inaugurale donc de la 25e édition du Festival européen de musique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers les différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.